Alors bonjour, aujourd'hui dans cette table ronde, on va parler de pensée critique en entreprise et on va se demander si c'est un garde-fou pour l'éthique. Alors l'éthique d'entreprise, on va parler d'éthique d'entreprise pas mal. Et pour ces sujets, nous avons donc à côté de moi Pascal Tumerel. Alors Pascal est fondatrice, présidente de Respetica, qui est un cabinet conseil qui accompagne les entreprises dans leur démarche de RSE. Alors le RSE, on rappelle, hein, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise, et on en parlera plus longuement. Ensuite, nous avons Magali Germont. Alors Magali est entrepreneuse, experte data science et éthique des IA, formatrice et conférencière, administrative chez Digital 113. Déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique aux couleurs de Numéum. Et ensuite, nous avons Arnaud Burgot, qui est directeur général du LUL, entreprise spécialisée dans l'accompagnement des créatrices et créateurs, notamment via le financement participatif et la formation. Et puis, je dois dire qu'Arnaud sponsorise cet événement. Alors déjà, merci Arnaud. Voilà. Et on va commencer directement dans le sujet. Peut-être une petite question pour démarrer pour Magali. Qu'est-ce que la pensée critique en entreprise ? Alors, c'est une question qui est extrêmement vaste. Évidemment, c'est très difficile à répondre, hein, surtout en peu de temps. C'est presque la thématique d'une conférence entière. Donc, on va quand même faire court. Donc, en effet, moi, Magali Germont, hein, parce qu'apparemment, il y a mon nom nulle part, mais je m'appelle bien Germont. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est bizarre. C'est Magali. Bon. Oui. En effet, donc, moi, je suis statisticienne, mathématicienne de formation. Je suis une data scientist. Et j'ai cofondé des entreprises qui développent des algorithmes d'IA. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise pour vraiment voir justement toutes les thématiques d'éthique et accompagner les entreprises à comprendre ces thématiques d'éthique. Pourquoi j'en parle ? Parce que finalement, l'éthique, hein, c'est une vision et c'est surtout au-delà d'un courant de pensée et au-delà de se dire c'est bien ou c'est mal. C'est une discipline, c'est une manière en fait de poser vraiment les valeurs d'une entreprise. Et quand on pose les valeurs d'une entreprise, eh ben, évidemment, l'esprit critique s'ouvre. Donc l'esprit critique en entreprise, oui, il a son importance, mais il n'a pas toujours été là, forcément, ou à différents niveaux. Alors, quand on parle d'esprit critique en entreprise, on pourrait se dire, est-ce qu'on parle de l'esprit critique entre collaborateurs, par rapport à la direction, par rapport aux valeurs de l'entreprise, par rapport aux produits, par rapport à ce qu'on va développer, ne pas développer, par rapport à nos utilisateurs, par rapport à nos clients. Donc c'est vrai que le spectre est hyper large, et à chaque fois, on peut et on est en droit de se poser des questions. Moi, mon regard d'aujourd'hui, c'est que pendant, donc ça fait, j'ai 43 ans, j'ai commencé ma carrière dans l'intelligence artificielle. En effet, bon, avant, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on a terriblement manqué d'esprit critique. Parce que nous, techniciens, voilà, data scientists, on ne nous a pas forcément appris à développer des algorithmes en prenant du recul et en se posant des vraies questions. Et donc, on va rentrer dans des thématiques qu'on connaît plus aujourd'hui, hein, qui sont sur les bases de données, qui sont sur, finalement, les risques autour des algorithmes, et des grands mots comme les biais, comme les discriminations. Donc, et on a développé des technologies qui potentiellement ont été, en effet, qui sont allées à l'encontre des valeurs de l'humanité. Et la définition de l'éthique, c'est protéger, c'est vraiment respecter, protéger les valeurs et les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Donc, quelque part, on manquait d'esprit critique, parce qu'on ne nous a pas donné, en tout cas, ce pouvoir ou cette vision. Et c'est vrai que aujourd'hui, hein, quand on voit, en plus l'influence, là, pour le coup, moi je parle d'intelligence artificielle parce que c'est mon domaine, c'est partout, puis il y a l'arrivée de ChatGPT, parce qu'on en parlera après. Aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent. Et finalement, ces questions de valeurs, ces questions des conséquences de tout ce qu'on peut faire, des choix qu'on peut faire en entreprise, hein, le simple choix de dire on développe ce projet, déjà, c'est censé éveiller l'esprit critique de chaque collaborateur. En tout cas, toutes les personnes qui toucheront de près ou de loin à ce projet. Donc l'esprit critique en entreprise, aujourd'hui, c'est fondamental. Merci. Alors peut-être on va donner un peu la parole à Pascal.
notamment à travers ton expérience, et puis puisque tu es spécialiste du RSE, alors peut-être qu'on va parler de ça aussi, puisqu'il s'agit beaucoup d'éthique en entreprise. Bah oui, je vais poursuivre le propos de Magali. La pensée critique, alors si on s'attache au mot pensée critique, ça veut dire qu'on est capable de vérifier une information et d'expliquer les causes ou les conséquences d'une information. Et l'éthique, moi je viendrais à l'étymologie du mot grec, ça veut dire mode de vie en commun. Alors comment en entreprise on peut privilégier cette volonté de favoriser le mode de vie en commun, et c'est là qu'intervient la RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce que c'est, mais je peux rappeler, ça dépend de la taille de l'entreprise. En général, on est un au début, puis après on peut avoir une équipe. C'est vraiment de comprendre justement comment l'entreprise, par son activité, donc c'est du sur-mesure la RSE, si on est dans l'industrie alimentaire, le ciment ou les industries culturelles, c'est différent, comment par l'activité de l'entreprise a un impact sur la société, avec des effets négatifs ou des effets positifs. Et la RSE, c'est une démarche qui permet à la fois d'avoir une vision, donc la raison d'être de l'entreprise, et c'est en ça que je rejoins Magali, finalement, à quoi servent nos produits ou nos services, mais c'est aussi une démarche, c'est-à-dire que la RSE, pour être efficace, et pour que ce ne soit pas du greenwashing ou du mécénat, ça interroge tous les parties prenantes internes, donc c'est les salariés, mais aussi les parties prenantes externes. Les parties prenantes, ça veut dire toutes les personnes qui sont affectées par l'activité de l'entreprise. Donc les parties prenantes externes sont les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les ONG, le milieu académique, les pouvoirs réglementaires. Et en réalité, cette démarche RSE, elle est fondamentale parce qu'elle permet de réunir tous ces points de vue différents. Et donc, comme les salariés sont au cœur de cette réflexion, ils apprennent tout le monde apprend des uns et des autres. Et c'est une démarche qui est pour ça très, très positive parce qu'elle permet d'éviter des risques, éventuellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la destruction de valeur. C'est-à-dire que l'entreprise peut commettre des erreurs si elle n'a pas prévu que si elle s'orientait vers telle ou telle direction, elle allait ou ne pas, par exemple, prendre en compte le bien-être animal, les droits humains, des choses qui sont indépendantes de la qualité de ses services, mais que si elle les néglige, peut complètement provoquer un boycott ou faire tomber le cours de l'action si elle est cotée. Et au contraire, les effets positifs, c'est finalement de cette réflexion commune, comment ce que fait l'entreprise peut lui permettre d'avoir des marchés plus vite que ses concurrents, parce qu'elle a anticipé les attentes de la société civile. Donc la RSE, c'est franchement un cadre qui est, quand il est sincère et bien mené, qui favorise l'esprit critique parce qu'il y a une confrontation de points de vue qui permet d'éclairer et les dirigeants et tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Oui, c'est bien. J'ai juste une petite question. Qui connaissait avant aujourd'hui le terme RSE ou a été confronté au RSE dans l'entreprise? Waouh. Alors, je crois 80% à peu près, 70% de main levée. Merci. D'accord, donc c'est bien. Je vois que tu prends ton micro. Vas-y, Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Arnaud, tu vas nous parler d'Ulule un petit peu. Ouais, alors, tu voulais rebondir peut-être Non, c'est un vaste sujet pour moi, la pensée critique en entreprise. Ça traverse absolument tout parce que ça touche à toute la cognition, tous nos mécanismes d'interaction. Donc pour moi, ça touche la gouvernance, la prise de décision, le traitement de l'information, la stratégie, la formation des collaborateurs, le recrutement. Il y a un nombre de biais de dingue dans le recrutement, donc c'est absolument transversal à toute l'entreprise. Et les entreprises, je pense, quand elles font pas ces preuves de pensée critique, y compris surtout sur leurs objectifs, peuvent devenir des formidables machines à transformer, maquiller la réalité. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'industrie du tabac, de l'histoire non plus de toutes les entreprises du secteur des hydrocarbures qui ont fait tout pendant des années pour développer le climato-scepticisme. Mais c'est parce qu'elles se sont fixées des objectifs un peu simplistes, maximisation des bénéfices. Et donc, quand on est pris dans un système, je ne pense pas que c'est des mauvaises personnes, je pense qu'on est pris dans un système qui fait que c'est la norme sociologique dans laquelle on évolue, et donc on est incentivé, chacun d'entre nous, à agir et à recevoir des récompenses sociales liées à ça. Et donc, sans s'en rendre compte, peut-être involontairement, on participe d'une machine qui est profondément délétère. Donc je pense que la pensée critique en entreprise, elle est hyper importante. Alors chez Ulule, on est effectivement aujourd'hui, on a aussi des activités de formation. On est très connu pour le financement participatif. Et vous connaissez peut-être, si vous vous intéressez beaucoup à la pensée critique depuis longtemps, le fait que la fiction complotiste Hold Up a été financée notamment chez nous.
Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens du secteur de l'esprit critique qui ont du coup un regard de défiance vis-à-vis du LUL, parce que c'est passé par chez nous, ensuite ça allait sur Tipeee. Et puis ensuite, bon, il y a eu un complément d'enquête, je ne sais pas si certains l'ont regardé, bref, où les positions de Michael Goldman étaient très expliquées, et puis nous on ne parlait pas trop de nous, parce qu'en fait ils sont venus discuter avec nous, ils ont vu qu'on s'était posé beaucoup de questions et qu'on avait agi. Donc voilà, je vais vous raconter un peu cette histoire-là, parce que c'est une histoire intéressante de pensée critique en entreprise. On avait, alors nous on a toujours eu des objectifs, je dirais, socio-environnementaux. On est Bicorp depuis 2016, je ne vais pas revenir sur ce que c'est, mais donc on a toujours essayé plutôt de chercher à avoir un impact positif sur le monde. Mais sur le sujet de la désinformation et du complotisme, on avait un prisme de lecture qui était, on n'était pas hyper formé sur ces sujets-là, même si on s'y intéresse, qui était, il y a dans la culture du web, il y a des mouvances qui ont toujours existé, type ufologie, type secret des pyramides. Ça fait partie de la folklorée du web et c'est peut-être pas bien méchant. Et puis, alors pour le coup, si on avait mieux compris ce qu'était Hold Up au moment où on accepte la proposition de projet, très sincèrement, on l'aurait refusé. Mais en fait, comme on n'était pas assez bien formé sur ces sujets-là, Pierre Barnerias, en l'occurrence, on ne savait pas qui c'était. Il n'était pas aussi identifié à ce moment-là. Des gens qui connaissaient déjà bien ces sujets-là, si on les avait questionnés, ils auraient dit « Non mais laissez tomber, c'est clair, ça pue ». Donc on accepte le projet par principe en août 2020 parce que le pitch était assez light et était beaucoup plus édulcoré. Et une fois qu'il est en ligne en cours de collecte chez nous, ça dure 40 jours. Là on voit toute la sémantique qui monte. On voit le type de public qui repartage, etc. Et là on se dit en fait ça pue vraiment. Et donc on applique ce qu'on fait. On a une politique pour éviter l'effet Streisand. On ne communique pas sur le fait qu'on fait ça, mais on le fait sans communiquer dessus, parce que sinon on sait qu'on va renforcer la visibilité du projet. Et donc on décide de lui donner aucune visibilité sur nos réseaux sociaux, dans notre newsletter en page d'accueil, et de reverser notre commission, une fois qu'on va la toucher, c'est à la fin de la collecte, à une association qui lutte pour ce sujet-là. Voilà. Mais ça, on ne communique pas dessus. Et au moment où on fait ça, on ne sait pas exactement quel va être le contenu du film. On voit juste la communication qu'ils font sur la collecte. Et puis après, ça sort, après ils font un Tipeee, ça continue à collecter des fonds, et puis après ça sort, et là c'est sur WhatsApp, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont fait avoir parce que ça durait 3 heures, qui regardent la première heure et demie qui était surtout sur hydroxychloroquine et Raoult, et qui ont l'impression que c'est un grand scandale et qui repartagent, et qui regardent peut-être que dans les jours d'après l'heure et demie, où là ça part sur le Great Reset, enfin pour ceux qui l'ont vu, en fait c'est vraiment la deuxième moitié qui est une montée où là ça finit sur toutes les pires théories. Et donc je pense que c'est pour ça que ça a eu un tel succès aussi, parce qu'il y avait vraiment cette double partie. Et donc là le truc explose. Bon, à tel point que nous on reçoit coup de fil du secrétariat d'État au numérique qui n'avait pas compris que c'était plus en cours de collecte chez nous, qui nous disent mais vous pouvez pas arrêter la collecte. On a dit mais non, nous c'est terminé, ça fait 2 mois que la collecte est terminée, les fonds ils sont versés, on peut plus rien faire, et qui cherchent à comprendre quel rôle on a joué. Et donc voilà, on a expliqué que nous de toute façon une collecte à partir du moment où elle est lancée, c'est tout le problème de la désinformation. Il y a un contrat qui est en cours d'exécution, sans avoir une argumentation légale, on ne peut pas la couper. Parce qu'on n'a pas l'argumentation juridique pour le faire. Donc le truc, on ne pouvait pas le couper en cours. Bon bref, grosse remise en question parce que on a participé, on a facilité le financement d'un méga objet de désinformation. Et donc il y a des personnes potentiellement qui ont vu ça et qui peut-être en lien avec ça se sont pas fait vacciner et peut-être qui en sont mortes. Donc quand on est conscient de ça, on se sent quand même sacrément con. Et donc on a mis en place plein de trucs. Alors il se trouve qu'on avait déjà décidé de se faire former par Tristan Mendres France qu'on connaissait de loin, donc ça évidemment voilà. Donc on avait une formation en janvier d'après, donc Tristan nous a formés et donc nous a bien expliqué qu'en fait il y a un continuum et qu'en fait tout ce qui paraît complètement anodin, finalement quand on tire la pelote c'est exactement la même mécanique sous-jacente, puisque le sous-jacent c'est les gouvernements et les institutions nous mentent, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc que vous soyez dans l'ufologie, que vous soyez dans les secrets des pyramides ou que vous soyez dans l'antivax, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre. Donc en fait, il n'y a pas de sujet anodin sur ça. Et donc ça a été aussi une bonne prise de conscience. Donc du coup, on s'est fait former par Tristan. On a mis en place une base de détection de mots-clés à risque avec l'aide de Conspiracy Watch qu'on alimente de façon constante parce qu'il y a toute une sémantique liée à ces sujets-là. Dès qu'on a des cas pratiques, on fait des vidéos que pour l'interne, pour qu'il y ait plein de cas qui soient référencés, pour que quand quelqu'un arrive dans l'équipe, il ait toute une base de cas pratiques qu'on a refusé ou qu'on a laissé passer par erreur pour qu'il ait une base d'analyse et de connaissances. Et c'est un truc sur lequel on évolue constamment, parce que notamment le truc où c'est le plus compliqué, c'est tout le secteur dont on parlait avant. Il y a eu beaucoup de conflits là-dessus, des alternatives à la médecine,
où là, c'est très compliqué de faire le tri entre ce qui est un peu anodin, ce qui peut être dangereux, etc. Donc voilà, donc on a mis en place beaucoup de choses pour essayer de amoindrir le risque qu'on participe à notre insu, faciliter des choses qui vont contre ce qu'on cherche plutôt à promouvoir. Oui, je voudrais réagir parce qu'en fait, il y a une notion qui est hyper importante dans toute ton histoire et tout ce que tu viens de raconter, qui a été finalement l'introduction et la conclusion, c'est la notion de formation. En fait, l'esprit critique, on n'en aura pas si, parce que, et c'était d'ailleurs la définition que tu as donnée, à partir du moment où on n'a pas été formé pour vérifier quelque chose, comment tu veux qu'on le vérifie? Donc, du coup, la formation, finalement, elle est essentielle. Et en entreprise, aujourd'hui, c'est vrai que... Alors moi, je vais parler, par exemple, pour ma vision de l'éthique. Arriver dans une entreprise et dire il faut mettre en place une politique de l'éthique, dit comme ça, déjà, souvent, on a l'impression que c'est très philosophique, alors que pas du tout, c'est très concret. Et c'est vrai que pour comprendre, faut passer par la formation. Un autre exemple, tout le monde a été confronté aujourd'hui à ChatGPT. Les entreprises particulièrement, c'est la thématique du jour, j'en parle. On dit est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas, on a le droit, on n'a pas le droit. Finalement, comment débloquer ça? C'est de dire ok, on l'accepte, mais sous condition de former les collaborateurs, collaboratrices à son utilisation. Et donc, si je suis formée, je peux avoir un esprit critique et je peux du coup décider oui c'est bien, non c'est pas bien, et un petit peu modérer finalement mes usages. Oui, d'ailleurs, l'image qui est juste au-dessus de toi, elle a été générée par une IA, comme toutes les images qu'on a générées pour les conférences du REC aujourd'hui. Peut-être qu'on va venir, Pascal, à ton expérience un petit peu en entreprise. Oui, parce que la formation, c'est bien, mais ce que la RSE implique, c'est que tout le monde est concerné par une vision commune et partagée et des outils d'atteindre cette vision. C'est-à-dire que si des salariés ont un esprit critique et veulent peut-être marquer leur désaccord ou leur interrogation par rapport à un projet, si le top management n'accepte pas la remise en cause, c'est mort. Donc c'est pour ça que la RSE, c'est une démarche collective avec des dirigeants de bonne foi qui acceptent de partager. Et je pourrais citer le cas de Michelin qui vient d'adopter pour ses 135 000 salariés dans le monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, le salaire décent, qui est différent du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est légal. Le salaire décent, c'est ce qui correspond à satisfaire les besoins d'une famille de 4 personnes en termes d'éducation, de santé, d'alimentation. Et aussi, ils vont permettre aussi d'avoir une assurance et une épargne, la constitution d'une épargne. Donc, c'est vraiment plus qualitatif que le salaire minimum. Mais c'est pas né comme ça d'un coup de baguette magique. Ça fait plusieurs années que le groupe Michelin développe dans tous les pays où il est des concertations avec les salariés pour savoir quels sont leurs besoins. Et par conséquent, une fois qu'ils aboutissent à une décision, c'est mis en œuvre parce que toute la chaîne est impliquée dans cette décision. C'est pour ça qu'il faut vraiment que l'esprit critique il soit du sommet jusqu'aux autres salariés. Un autre exemple, moi, quand j'ai commencé mon activité de conseil, j'avais une start-up en aéronautique. Et le patron me dit, moi je sais quel est mon principal risque, c'est l'hélium. Alors bon, donc je me documente sur l'hélium, et puis en fait j'interroge les 40 personnes de son entreprise, et en fait son risque majeur, c'était pas tellement l'hélium, c'était le manque d'esprit critique qu'il développait dans son entreprise, parce que passionné par son sujet, il pensait que tout le monde était embarqué sans avoir pris la peine de partager à la fois sa vision, sa trajectoire avec les autres. Et finalement, les plus jeunes d'entre eux qui étaient super diplômés, ils se sont dit on n'est pas associés à la décision. En fait, on devient des exécutants. Et je pense que ça a été aussi un problème par la suite. Et puis une autre entreprise que j'ai accompagnée, c'était une entreprise de lingerie qui pensait avoir tout bon, en effet. Et c'est ça pourquoi la RSE permet l'esprit critique dans le sens d'information. C'est qu'en fait, ils avaient tout bon, sauf qu'ils n'avaient pas connu l'application, vous savez, Clear Fashion. Maintenant, vous pouvez, avec le code barre d'un soutien-gorge ou d'un t-shirt, avoir toute la traçabilité de la fabrication du vêtement. Donc, en fait, si votre vêtement, on voit qu'il est fabriqué en Chine, alors après, les questions, est-ce qu'ils ont fait travailler les Ouïghours? Est-ce qu'il y a eu travail forcé? C'est tout un enchaînement. C'est pour ça que la RSE permet, en fait, d'identifier tous les risques qu'un produit ou qu'un service peut soulever, et que le partage d'informations, encore une fois, des dirigeants jusqu'aux ouvriers qui fabriquent les soutiens-gorge, doit être partagé. Et ça, c'est un point de départ. Sinon, l'esprit critique en entreprise, même s'il est activé comme un levier de questionnement et d'interpellation, ce qui doit être,
Après, il y a forcément des limites par rapport au management que l'on a. Vous voulez rajouter quelque chose à ça? Quelles seraient pour vous vos recommandations du coup? Alors on a compris une des recommandations d'entreprise, des formations. Qu'est-ce qu'il y a comme autre recommandation que vous pourriez donner, peut-être Arnaud? C'est une question plus d'éthique générale de l'entreprise. Je pense que pour exercer une pensée critique, c'est un peu toujours lié à un objectif. Et je pense qu'il est fondamental de se poser la question, si on veut faire preuve d'éthique, de quelle est la mission qu'on se fixe. Et donc de formaliser une mission et donc d'embarquer les parties prenantes, les collaborateurs, les collaboratrices, dans la définition de la mission de l'entreprise, au-delà de juste gagner de l'argent, qui est l'entendement un peu, vision économique classique. Je pense que vous êtes tous convaincus que c'est peut-être une erreur qu'on a fait de définir l'entreprise comme ça historiquement. Et que du coup, c'est un peu pour moi un prémisse, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut commencer par ça, parce que c'est une base qui va permettre du coup de déployer ça dans toute la prise de décision. Si on n'a pas défini une mission claire, c'est difficile d'exercer du coup une pensée critique en fonction de ça. Donc je pense que c'est le premier point à faire. Alors, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise, quand on recrute, mais même les jeunes qui viennent, ils viennent pas chercher, ils viennent chercher un salaire. Ce serait un peu hypocrite de dire non, ils viennent pas chercher un peu d'argent, mais ils viennent chercher les valeurs et qu'est-ce que l'entreprise a de cohérent avec leur vision, et ils viennent chercher un engagement. Si on répond pas à ces engagements, finalement, on ne les intéresse pas. Voir si on les déçoit, ils s'en vont très rapidement. Donc, pour complètement revenir et vraiment donner une vision très complémentaire, c'est vrai que la vision entrepreneuriale telle qu'on l'avait il y a quelques années, ça c'est fini, c'est KO, parce que sinon on ne recrute plus. Et puis même, on ne s'y retrouve plus nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, dans les métiers du numérique particulièrement, les métiers du numérique, on vend ça comme des entreprises épanouissantes. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire c'est vraiment des métiers où on se lève le matin et on se dit « Waouh, c'est génial ce que je fais !» parce que j'ai l'impression d'apporter de la plus-value. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire essayer, quand nous, on est chef d'entreprise, de proposer, du coup, des valeurs et de proposer un environnement dans lequel on a des collaborateurs et des collaboratrices qui se lèvent le matin et qui disent « Ouais, c'est génial, je viens travailler, c'est extraordinaire. » Alors, je voudrais juste revenir sur la définition, la notion un petit peu, et justement toutes ces définitions. C'est vrai qu'on emploie beaucoup de mots. Alors, aujourd'hui, on parle souvent d'une entreprise qui est très marketée, du coup. Et d'ailleurs, le mot éthique, il est extrêmement pas forcément bien compris et marketé. D'ailleurs, on dit, puisqu'il y a la RSE, pourquoi parler d'éthique? En fait, on se trompe. C'est souvent une question de nomenclature et vraiment de précision et de définition. C'est exactement comme le mot intelligence artificielle. En soi, le mot, il veut rien dire. C'est pas une intelligence supplémentaire, c'est pas une personne. On n'arrête pas d'entendre l'IA, elle est ici, l'IA, elle est par là, l'IA ci, l'IA ça. Moi, j'ai pas encore rencontré une personne qui s'appelle l'IA et qui m'apporte des réponses à toutes mes questions. Pas du tout. Donc, revenir sur les définitions, c'est fondamental. Et l'éthique, c'est ça. Parce que moi, ma rencontre, c'est Monsieur Spinoza. On est en 1600 et quelques. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'éthique, qui sont les fondements de la pensée éthique. Et ces fondements, ils sont très scientifiques. Il y a des principes, il y a des piliers, il y a des définitions. Et du coup, à partir de ces principes-là, qui sont les principes de justice, de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie, autour de ces principes, on va pouvoir définir justement, on va dire, des valeurs et des règles, et je mets entre guillemets, mais en tout cas, on va pouvoir se mettre d'accord sur une vision, des visions. Et surtout, on va pouvoir se challenger. Parce que l'éthique et donc l'esprit critique d'une entreprise, c'est pas un jour J, on s'est mis autour de la table, on a décidé que c'était ça, et puis c'est bon. Et puis on reste là-dessus. Parce qu'en fait, on le sait, la société, elle évolue, nos manières de travailler évoluent, les cultures évoluent, et donc c'est toujours un challenge. Et là aussi, ça demande justement de faire preuve d'esprit critique. On est censé se rechallenger et faire vivre cette gouvernance éthique dans le temps. Il y a la vérité d'aujourd'hui, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.
Et donc continuer comme ça à vraiment challenger toutes ces valeurs et ces visions et ces définitions. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça s'applique à tout dans l'entreprise, mais ça va jusqu'aux fournisseurs aussi, ça s'étend jusqu'où finalement peut-être Si justement, la RSE offre un cadre, parce que normalement, quand on a une politique RSE très bien établie, on a des clauses de RSE dans les contrats fournisseurs. Alors après, c'est jusqu'où la volonté va, parce que c'est vrai que Spinoza a décrit les principes de l'éthique, j'allais dire, pour chaque individu, mais dans une entreprise, on a plusieurs corps constitués et plusieurs départements. Et la RSE, c'est une méthode d'associer le DRH, le directeur juridique, le directeur de l'audit, le directeur des risques, pour partager cette vision et pour pas que ça change chaque jour, justement. Et l'une des parties prenantes les plus importantes à associer, ce sont les investisseurs. Et quand c'est vrai que les entreprises continuent de gagner de l'argent, il y a quand même eu beaucoup de changements dans les dernières 20 années, déjà de plus en plus de régulation. Donc ça, à la limite, c'est plus de la RSE, puisque la loi, c'est la conformité à la loi, et le respect de la loi, c'est pas la RSE, mais c'est imaginer le futur en fonction de ces contraintes réglementaires. Mais il y a aussi toute cette sensibilité. Maintenant, on a dans les grandes entreprises des résolutions. Au moment des assemblées générales, il y a les résolutions climat, il y a les résolutions sur le travail forcé. Donc on voit bien que ces sujets, le fait qu'ils se soient emparés de plusieurs parties prenantes, monte quand même de plus dans le débat public, et c'est ça qui va permettre à l'éthique en entreprise d'être de plus en plus crédible et efficace. Il y a un mot que je voudrais rajouter, c'est vraiment, et alors dans les systèmes d'intelligence artificielle, c'est le cœur aujourd'hui des débats et de la dernière réglementation qui s'appelle l'AI-Act, c'est le mot confiance. En fait, c'est ça qu'on cherche à amener. On cherche à amener les preuves, en tout cas les éléments qui feront que les personnes, nos clients, les utilisateurs de nos produits auront confiance. Et c'est vraiment apporter, voilà, toutes ces valeurs et les personnaliser, ces valeurs, les personnifier. C'est pas juste poser sur un papier une charte éthique, on dit bah c'est bon, je la mets en ligne sur mon site internet. Donc voilà, j'ai une preuve. Non, c'est jusqu'au bout être vraiment apporter cette confiance. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Chez Ulule, les investisseurs, ils sont on board avec... Oui, alors, vu qui on est allé chercher des investisseurs en phase avec nos valeurs. Donc, ils sont minoritaires déjà chez nous. Mais c'est Citizen Capital qui a un fonds d'impact investing et Maïf Avenir, alors qui vient de changer de nom maintenant, qui s'appelle Ternel, qui est aussi un fonds d'impact investing. Voilà. Donc, oui, absolument. Et petite question, qu'est-ce que vous faites en cas de... Parce que tout à l'heure, tu as expliqué que vous avez été formé, maintenant vous changez. On doit en comprendre que vous n'acceptez plus tous les projets, etc. Là, on n'a jamais accepté tous les projets. Hein. Oui. C'est juste qu'on est beaucoup plus waterproof qu'avant, maintenant qu'on est très bien formé là-dessus. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que j'imagine que donc, du coup, c'est pas forcément évident. Enfin, vous devez avoir des cas où... Oui, il y a des zones grises. Je parlais de tous les projets liés aux alternatives à la médecine, où il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, moi qui m'intéresse énormément. L'effet placebo étant ce qu'il est fonctionnant merveilleusement bien, potentiellement que quelqu'un aille voir un thérapeute alternatif, c'est peut-être pas mauvais pour lui si le thérapeute n'est pas quelqu'un de problématique qui va avoir un discours anti-science, anti-médecine et potentiellement enfermant dérive sectaire. Donc nous, on se retrouve face au truc de... une personne, j'en sais rien, qui naturopathe, qui veut collecter des fonds pour ouvrir son cabinet de naturopathie. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et donc, typiquement, là, c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes dans ces cercles-là, vous avez pu voir toutes les discussions qu'il y a eu autour de Doctolib, avec toutes les personnes qui ont été formées par Inès Grosjean, qui préconise carrément des actes qui sont en fait des attouchements sur enfants dans certains types de cas. Enfin, voilà, il y a eu tout un buzz là-dessus avec une super étude qui a été faite par des gens de ces mouvances-là. Donc nous, on regarde ça. On regarde évidemment l'empreinte numérique des personnes. Dès qu'on est sur des sujets complexes, on va regarder en fait, parce qu'on a le nom, prénom des personnes qui sont derrière, donc avant publication, avant acceptation. Quelle est l'empreinte numérique de la personne? Qu'est-ce qu'elle va publier, repartager, Facebook, Twitter, etc. Est-ce qu'on voit des types de contenus qui nous semblent problématiques? Mais quand vous êtes face à des personnes qui n'ont pas d'empreinte numérique, qui ne se revendiquent pas comme ayant été formées par une école qui est déjà identifiée comme étant problématique, voilà, là on est dans un cas où potentiellement on laisse passer avec une incertitude. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément
ça peut faire du bien à des personnes d'aller voir un naturopathe s'il a un discours qui est très modéré. Voilà, donc c'est tout le truc de l'effet placebo. Dans d'autres cas, je vais donner d'autres exemples. Qu'est-ce qu'on fait sur tous les projets culturels? Bon, YouTubeurs, évidemment, on regarde. Mais par exemple, un média qui se lance, on a des guidelines en interne. Pour tout média qui veut se lancer chez nous, on doit poser la question de quelles sont les premières personnes qui vont interviewer, les premiers articles qu'ils vont publier. Et donc, c'est arrivé assez récemment avec un média. Alors maintenant, un média, c'est notamment des gens qui font des chaînes TikTok et Instagram format réel. C'est des médias. Et on a demandé la liste des personnes qui voulaient interviewer, des 6 premiers. Bon, il y avait 5 noms que je ne connaissais pas particulièrement, mais après, en regardant mieux, j'ai vu que c'était des personnes quand même qui étaient déjà bien marquées. Et puis, il y avait Idriss Aberkane dedans. Bon, bah voilà, red flag total. Un média qui se définit comme étant, de notre point de vue, sérieux, avec des vraies analyses et qui fait parler dans ses tout premiers personnes, Idriss Aberkane. Bon, et à côté, en l'occurrence, les autres noms que je ne connaissais pas, c'était un théologien supra-conservateur, un philosophe supra-conservateur. Donc en fait, on a vu très bien dans quelle posture ça allait. Donc voilà, on refuse. Donc ça nécessite de faire des analyses qui sont longues. Et alors là, je vous ai donné des exemples. La naturopathie, c'est là où on est dans la zone grise. L'autre était très, très, très marqué. Parfois, quand on est dans la zone grise, mais là, sur les alternatives à la médecine, il y a potentiellement l'effet placebo qui est cool. Dans les autres cas où on est dans une zone grise, on ne sait pas trop. Typiquement, un influenceur, on voit que le discours, il est border. Notamment, l'extrême droite est assez bonne pour ça. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ont un discours identitaire légère, mais qui, en fait, en off, notamment quand ils sont sur des lives privés, vont avoir un discours beaucoup plus hardcore. Dans ces cas-là, on a changé notre doctrine par rapport à avant Hold Up. Avant, on était dans le doute, on accepte. Maintenant, on est dans le doute, on refuse. Voilà. Donc, il y a un paquet de projets qu'on refuse. Et des discussions de ce type-là, ça occupe beaucoup de gens. Il y a Alice qui est là dans l'équipe, qui était déjà s'intéresser beaucoup à ces sujets-là. C'est bien parce qu'on a dans l'équipe d'accompagnement de projet des personnes qui sont passionnées de ça. Et donc, c'est des discussions qu'on a à peu près quotidiennement. Parce qu'on a 25 000 propositions de projets chaque année. Et donc, on a quotidiennement des projets sur lesquels il y a des questions qui se posent. Et donc, on cherche en permanence à se challenger, se questionner et faire évoluer, parce que c'est très évolutif. Donc, faire évoluer aussi nos guidelines internes et la façon dont on traite ces sujets pour essayer d'évoluer avec toutes ces pratiques-là, quoi. Et Magali, j'imagine que dans l'IA, c'est pareil. Là, dans des cas borderline, beaucoup. Ah non, mais c'est inimaginable tout ce qui peut. Alors, la problématique, on est dans une problématique très équivalente. Quand on vient nous présenter un projet et donc nous demander de développer un algorithme d'intelligence artificielle, la première question, c'est toujours oui, c'est quoi le contexte et c'est quelle finalité, pourquoi. Et malheureusement, parfois, on peut passer à côté de l'exploitation et de l'usage qui va en être fait. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a l'AIACT, la réglementation européenne, parce qu'on peut très facilement, évidemment, dévier finalement la raison d'être d'un algorithme. Et d'ailleurs, il suffit de voir toutes les thématiques de cybersécurité ou de deepfake pour se rendre compte qu'en effet, à l'origine, alors moi je dis toujours, les algorithmes, les systèmes, parce que vous avez compris, j'aime pas dire l'IA, d'intelligence artificielle, à l'origine, ils sont naïfs. C'est des formules mathématiques et statistiques. On va en effet les faire vivre grâce à des données. Ces données, déjà, il faut qu'on en ait le contrôle. Donc, quand on commence à toucher du doigt des technologies d'intelligence artificielle générative ou des LLM derrière qui vont aller chercher des grands volumes de données déjà sur lesquels on n'a pas trop le contrôle, donc déjà, on perd en traçabilité. Mais en plus, jusqu'en bout de chaîne, l'utilisation qui en est faite, si on n'a pas cette traçabilité, ça peut être complètement dévié, déformé. Moi, dans ma carrière, j'ai dit à certains projets, en tout cas à mes associés, si ce projet-là, tu l'acceptes, moi, je ne travaillerai pas dessus. Je me suis positionnée parce qu'il y a eu des choses qui, pour moi, dans d'ailleurs ma propre éthique et mes propres valeurs, n'étaient pas possibles. Alors, ce projet-là, l'entreprise a dit non, mais je sais que forcément, il y a d'autres entreprises qui l'ont développé, ce projet. Donc, déjà, je pense qu'on a une responsabilité déjà de choix dès le départ.
Et en plus, on a une responsabilité, encore plus avec tout ce qui est libre, puisque maintenant on va développer des algorithmes et puis on va les mettre en libre circulation. Donc ça aussi, avec cette liberté, c'est super l'open data, le partage de la communauté scientifique, mais ça demande, et encore une fois, du coup de la connaissance, de la formation et de la traçabilité de qu'est-ce qu'on va en faire. Et il y a des vrais choix. Pascal, qu'est-ce que... peut-être une dernière question, et puis ensuite on prendra, si vous voulez, si vous êtes d'accord, les questions dans le public. Réfléchissez déjà à vos questions. Je me demandais en t'écoutant, qu'est-ce qu'on fait quand on a aussi des collaborateurs qui peut-être n'adhèrent pas forcément à l'éthique qu'on va définir. Donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de management, etc. Donc, quand ça vient de du haut, mais on peut aussi avoir des collaborateurs qui ne sont pas alignés avec ça, non ? Oui, bien sûr. C'est d'où l'importance d'avoir des réunions où on essaye d'éveiller leur curiosité et de leur faire comprendre pourquoi c'est important. En même temps, je suis un peu moins optimiste parfois quand je vois que, je ne sais pas comment on prononce, la marque fast fashion chinoise, là, Shein, voilà. Donc, d'un côté, on développe toutes ces... Alors, on nous dit que les jeunes générations, moi je suis enseignante aussi, sont formidables, etc. Elles se précipitent chez ce fournisseur de vêtements. Donc, il y a quand même des contradictions. Donc, ce n'est pas gagné, en effet. C'est pour ça que l'esprit critique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une alimentation permanente et de se poser des questions et d'être dans un environnement effervescent. Et surtout, franchement, je dis ça, inscrit dans la gouvernance, parce que si ce n'est pas dans la gouvernance, après, on peut par exemple inscrire des critères de rémunération des dirigeants sur certains projets qui montrent que la vision est partagée et que la mission est bien définie. Mais les collaborateurs on peut essayer. Moi, j'avais un monsieur dans mon entreprise, on avait certifié Vivendi dans une certification environnementale. Il m'a dit maintenant, Pascal, grâce à ça, je trie mes déchets. Bon, avant, je voyais pas l'avantage. Bon, c'était une petite avancée, c'était bien. Et puis aussi pour les contenus préjudiciables pour les enfants, le fait d'expliquer que certains des collègues étaient très fiers que leurs enfants aient de bonnes performances à Call of Duty à 8 ans, je disais c'est peut-être pas la meilleure solution vu qu'il est moins 18. Bon, donc c'est cette éducation-là, mais il faut vraiment l'exemplarité du haut, ça, déjà, c'est une base, et après avoir une force de conviction et montrer à quoi ça sert pour l'entreprise et pour eux-mêmes. D'accord, ben merci. Alors, on va prendre quelques questions. J'en ai vu une ici, c'est ça ? Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Petit exercice pratique. Donc, l'éthique étant ce qui contrevient au bien vivre ensemble, si je reprends votre définition, je suis entrepreneur. J'ai l'opportunité de travailler avec une entreprise qui, selon moi, pourrait contrevenir en fait au bien-être du vivre ensemble de par la pollution qu'elle va engendrer. Je vous rappelle qu'on est à Toulouse et l'exercice pratique, c'est l'aéronautique. Comment se pratique la pensée critique quand on est face à des clients dont on sait qu'ils vont financer des plateformes pétrolières ou autres ? Est-ce qu'on se coupe des grands comptes français parce qu'on est un bon garçon et on pense mieux que les autres ? Ouais, alors c'est une très bonne question qui nous anime beaucoup chez Ulule parce qu'on travaille... c'est vraiment une question qu'on s'est posée plein de fois, qu'en interne on nous pose, parce qu'en fait on a des programmes de partenariat avec des entreprises, et donc on travaille avec Engie, Veolia, BNP Paribas, Maïf, Contrex, je pourrais vous en citer, on travaille avec 25 entreprises. Nous là-dessus, ça je vous donne une conviction qui est une conviction assez personnelle, je pense qu'il est illusoire de transformer profondément nos sociétés sans travailler avec les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est majeur dans la structuration de nos sociétés. Et je pense que même parmi vous, les personnes les plus convaincues sur le sujet environnementaux, j'imagine pas beaucoup d'entre vous qui arrivent à ne jamais prendre une voiture, un bus ou quelque chose qui fonctionne avec du pétrole. Donc en fait, on est tous obligés, dans le système dans lequel on est, de fonctionner de façon imparfaite, avec plein de dissonances cognitives. Ma vision des choses, c'est en fait, il faut absolument bosser avec ces entreprises-là, parce que si tous les gens qui sont convaincus sur ces sujets-là se cassent tous dans le Larzac, en fait, ils ne les transforment pas et globalement, le monde ne va pas changer. Donc moi, au contraire, je pense que, et j'encourage vivement les gens très convaincus sur ces sujets-là à bosser avec ces boîtes-là et même à aller bosser à l'intérieur de ces boîtes-là. Parce qu'en fait, quand on travaille avec ces entreprises-là, on s'aperçoit qu'en interne, des gens conscients qui ont envie de faire bouger le truc, il y en a des tonnes, de plus en plus, et heureusement,
On a passé à 1 million de personnes qui ont fait la fresque du climat. Donc, nous, je parle point de vue Ulule, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est, oui, on travaille avec elles à partir du moment où elles ont des programmes très concrets qui aident des créateurs et des projets qui participent positivement d'une problématique très concrète. Voilà. Donc, c'est à partir du moment où elles sont sincères sur ce point-là et qu'elles viennent chez nous aider des projets très concrets sur ce point-là, ok, on bosse avec elles parce qu'on pense que c'est très positif, qu'elles s'engagent là-dessus, qu'elles communiquent là-dessus, qu'elles créent des attentes vis-à-vis de leurs collaborateurs en interne, parce que le moteur de transformation le plus puissant, c'est l'interne. Plus elles vont le répéter, etc., plus elles vont le faire, plus en interne, les gens vont avoir des attentes là-dessus et vont les challenger, faire bouger les choses. Et je sais que le point de vue, il est giga critiquable. J'ai eu des dizaines de débats là-dessus et je comprends tout à fait les critiques. Voilà. Mais nous, on a un parti pris qui est celui-là. Déjà, moi, je compléterais qu'il y a la modération. Alors, quand on est une entreprise, bon, en tout cas comme la mienne aujourd'hui, donc toute petite, il faut qu'on soit en capacité de travailler avec tout le monde. Il y a une modération. Il y a des gros, il y a des plus petits, parce qu'en effet, quoi qu'il en soit, dans toutes les entreprises, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais d'un point de vue encore plus personnel, surtout sur ce que je fais aujourd'hui, moi je suis ravie de travailler avec un Airbus, parce que ça veut dire qu'un Airbus est venu s'interroger sur les systèmes d'intelligence artificielle qu'il possède, avec en plus cette vision éthique, et qui se dit, bon bah si j'appelle Magali, c'est que j'ai besoin de mieux cadrer, de mieux maîtriser, de mieux... Et donc ça veut dire que déjà c'est une première marche vers le mieux. Et donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que rentrer aussi pour apporter justement, rééquilibrer la balance. Et tout ça, ça fait vraiment partie d'un tout, et il ne faut pas le voir toujours négativement et être dans le rejet. Bien au contraire, il faut plutôt se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter pour que justement il tourne un peu plus vers, en tout cas moi, ce que je vois le plus positif. Alors, c'est une question pour vous, Madame Tumurel aussi. Je voudrais savoir combien il y a d'entrepreneurs dans la salle. Voilà, si vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, il n'y en a pas beaucoup. En fait, les entrepreneurs, enfin les chefs d'entreprise sont animés par la création de valeur, on ne va pas se le cacher. Donc, quel est le meilleur argument que vous pouvez opposer aux chefs d'entreprise pour développer une démarche RSE, sachant que avec le rapport de durabilité qui doit être en place par les grandes entreprises, finalement, elles sont obligées en fait de mettre en place toutes ces démarches. Donc voilà. Et à part l'argument de la coercition, voilà, qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise pour la mise en place d'une démarche RSE? Alors, en effet, tout ce reporting sur la durabilité, il ne s'adresse pas aux toutes petites structures, mais en effet, en tant que client d'une grande entreprise, on peut vous demander d'être cohérent. Alors, moi, je pense que c'est pour ça que je parlais de mon premier exemple là sur l'hélium et la cohérence de ces équipes qu'il n'avait pas du tout vu, qui étaient en train de se fracasser. Déjà, la RSE, en fait, pour moi, c'est pas de la conformité. Moi, quand j'ai commencé en 2001, il y avait la loi NRE, point barre. Et en plus, j'étais dans l'industrie culturelle. Donc, on ne comprenait pas... j'ai toujours défini la RSE comme la contribution au développement durable non limitée dans l'environnement. Mais dans cette idée d'avoir une croissance responsable, aussi bien socialement qu'environnementale. Donc déjà, même si on est petit, quel est notre produit, ou je ne sais pas ce que vous fabriquez, notre bien ou notre service, comment il peut déjà être produit dans les meilleures conditions, en fonction de ses moyens, respectueuse des personnes et respectueuse de l'environnement. Et puis après, au fur et à mesure, vous développez un savoir-faire qui n'est pas un supplément d'âme, comme on dit souvent. Je ne crois pas tellement en ça. C'est que ça va vous faire gagner un marché public qui sont de plus en plus contraints à des critères. Oui, c'est la création de valeur. Alors, je peux vous donner un exemple, mais ce n'était pas une petite structure, mais Universal Music, donc, quand j'étais au groupe Vivendi, avait développé une filière merchandising, donc tous les t-shirts, les tasses, parce qu'on avait les plus grands artistes qui étaient signés chez eux. Et puis, en tant que RSE, quand je voyais dans la ligne budgétaire du rapport annuel que cette ligne, en fait, d'année en année, elle croissait, je suis allée voir le directeur de l'audit, je lui ai dit, mais attends, tous ces t-shirts-là,
Est-ce qu'on a une traçabilité de la manière dont on les fabrique? Il me dit, tu sais, d'habitude, la RSE, c'est toujours un peu des empêcheurs de dire, mais tu nous ennuies, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on soit embêtés sur le textile? C'est pas notre cœur de métier. Je dis oui, sauf que ça grandit de jour en jour. Et ça n'a pas loupé. Une année, il y a une agence de notation extra-financière américaine qui a dit, oh là, vous avez un tant de % de chiffre d'affaires en t-shirt. Expliquez-nous si vous ne faites pas travailler, si le coton ne vient pas d'Ouzbékistan. Vous voyez, la précision de la question quand même. On était... Oui, mais je vais y arriver. Et en fait, on a eu une réponse par cette exigence et cette politique RSE qu'on avait dans chaque filiale. On s'assurait que ces conditions soient... Et finalement, aux Jeux Olympiques de 2012, à Londres, c'est ça 2012, eh ben c'est la filiale de Universal qui a gagné l'appel d'offres parce qu'elle avait cette traçabilité qui prouvait qu'elle avait respecté un cahier des charges respectueux des droits humains, etc. Donc ça, c'était un gain de marché. C'est ça qui peut être positif aussi. Ça répond à votre question ? Parce que c'est la création de valeur pour vous-même et pour vos parties prenantes. Parce que si vous avez, comme le disait Magali, si vous voulez garder vos salariés aussi, ça coûte cher de licencier quelqu'un et de... Mais enfin, ouais, je pense que je la comprends la question, parce que c'est vrai que dans la RSE, sujet auquel je m'intéresse beaucoup, c'est... Ce que tu dis quand même indirectement, c'est très lié à la création de valeur. Oui, complètement. Ouais, mais du coup, je comprends la question et moi, ce que je vois, et on va en parler si ça t'intéresse après en débatologie, on a 1h30 de débat sur est-ce que l'entreprise doit systématiquement être éthique. Et un des trucs que moi je défends, c'est qu'en fait, les objectifs matériels et donc création de valeur, en soi, ne sont pas porteurs de sens et donc ne sont pas porteurs de bien-être psychologique. Et les personnes que je vois les plus motivées, notamment en entreprise, pour agir positivement, assez souvent quand tu as des discussions avec eux, un peu one-to-one, etc., c'est en fait une question existentielle. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont convaincues que le coffre-fort ne suit pas le corbillard et qu'en fait, à la fin de ta vie, tu as pu accumuler autant de richesses que tu veux. C'est pas ça qui fera que tu es satisfait de ton existence. Et donc, pour moi, l'argument de l'éthique en entreprise, il est très lié à ça. C'est réfléchis bien à ce à quoi tu es en train d'allouer la plupart du temps que tu passes. Parce qu'en fait, à la fin de ta vie, si tu regardes en arrière, tu t'aperçois que tu as alloué l'essentiel de ton temps à gagner du fric, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, ta vie, elle n'avait aucun sens. Et donc, moi, c'est le plus grand argument, je trouve, pour l'éthique en entreprise, et puis en général, dans toute organisation humaine, c'est celui-ci. C'est celui du sens qu'on donne à notre vie. Et je pense qu'il y a des gens qui mettent énormément de temps de se poser ces questions-là, et c'est un peu dommage pour eux. Et c'est bien de se poser ces questions le plus tôt possible, parce que c'est comme ça, potentiellement, qu'on réaxe un peu nos priorités et qu'on fait des choses qui vont nous... voilà, ce qui est appelé en psychologie... enfin, d'ailleurs, j'ai perdu le nom, Christophe André en parle très bien. Le sentiment de satisfaction et de réalisation de sa propre vie quand on arrive au moment de la mort. Et je ne pense pas que ce soit l'accumulation matérielle qui puisse provoquer ça. Donc, je pense que ça dépasse la question de la création de valeur. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ta question, mais je la rejoins. C'est très psychologique. C'est plus une question de psychologie, presque, je et prise de conscience individuelle. Je crois beaucoup à la création de valeur, parce que pour avoir travaillé dans des petites structures, dans des grands groupes, etc., les valeurs, elles dépendent de chacun. Donc, c'est aussi fluctuant comme terrain. Mais si l'entreprise a à la fois une satisfaction, comme tu disais, sur l'accomplissement de la vision, mais aussi d'attirer les gens et de gagner sa vie quand même, parce qu'il faut aussi gagner sa vie. Mais je pense que c'est pas uniquement de se dire autour de ma vie qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'on peut faire tous des erreurs d'ailleurs, parce qu'on n'est pas parfait, mais c'est vraiment essayer de construire un business sur le long terme aussi. Enfin, je pense à ça. Moi, je compléterai avec la vision technologique et de dire vraiment aujourd'hui, bien au-delà de la création de valeur et justement du galvaudage du mot de l'éthique, il y a vraiment une prise de conscience de l'impact et donc du risque que ça peut avoir. Vraiment, là, on parle sur l'humanité. Et je vais prendre un exemple très simple, lorsqu'au tout début, on a développé des produits qui utilisaient des systèmes d'intelligence artificielle comme une enceinte connectée, ou les fameuses premières reconnaissances d'images, et que l'enceinte connectée, dans les bases de données sur lesquelles elle a été entraînée, il y avait pas assez de voix féminines, donc elle ne reconnaissait pas, donc quelque part on a créé un produit discriminant.
lorsque des reconnaissances d'images, pareil, on n'avait peut-être pas assez donné de diversité, d'inclusion dans la base de données, et que sur certaines images, au lieu d'avoir écrit homme, il y a écrit gorille, évidemment, c'est des thématiques qui touchent et qui ont un impact fort sur, en fait, l'humanité. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est non pas de créer de la valeur ajoutée, mais c'est d'essayer d'être le plus bienveillant et le meilleur garde-fou possible pour prendre du recul. Et vraiment, c'est ça aussi, la vision éthique, c'est je prends du recul, je ne suis pas que tech dans mon tech, je ne suis pas que commercial dans mon commercial, je prends beaucoup de recul et j'essaye justement de pouvoir identifier les vulnérabilités et les risques, et entre autres pour les utilisateurs finaux. Oui, il y a une dernière question. Voilà, ça sera la toute dernière question. Juste intervenir sur deux choses. Bon, le mot bienveillance en entreprise avec ses limitations, je n'insisterai pas parce qu'on n'a pas le temps, qui est un mot. Ensuite, politiquement, par rapport aux produits par les Ouïghours, l'Europe vient de signer, je crois, une loi interdisant l'importation de produits issus de l'esclavage. Donc, au niveau des entreprises, il faut vraiment qu'il y ait les citoyens, les organismes citoyens, la politique qui interviennent pour qu'on ait vraiment une éthique réelle. Et les mots, que ce soit les mots bienveillance que nous connaissons dans l'entreprise. Moi, je ne suis pas une entreprise classique, bref, et je suis à la retraite, mais je décrypte très bien tout ce discours dont les citoyens ne sont pas idiots et comprennent, même si on n'a pas tout le verbiage et les mots, parce qu'on n'a pas fait d'études plus supérieures, et en communication notamment, et en management, avec ses limitations aussi. Merci de m'avoir écouté. Mais je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui ont dit qu'ils étaient contre la réglementation. Hein. Si vous me demandez notre avis, je pense qu'il faut beaucoup plus de réglementation. Hein. Voilà. C'est juste que ce n'était pas le sujet du débat d'aujourd'hui. Hein. Oui, et puis moi je prône la réglementation d'intelligence artificielle, c'est mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises à la comprendre pour pouvoir mettre en place justement toutes les actions pour qu'il n'y ait aucune dérive autour des systèmes d'IA. Donc c'est vraiment le cœur de mon métier. Merci à vous pour vos questions passionnantes. Merci. Merci.